un balado Radio-Canada audio. Salut, ici Alexis Delancer et bienvenue à cette série spéciale de Ça s'explique, un voyage au cœur de l'univers des crypto-monnaies. Notre périple dans l'écosystème tentaculaire des crypto-monnaies ne pouvait pas être complet sans un épisode consacré à une de ses facettes les plus médiatisées, les NFT. Et je constate autour de moi plusieurs personnes qui sont restées assez perplexes en entendant parler de cette possibilité d'achat d'images ou d'objets numériques et surtout, en voyant les sommes en jeu. Pensez-y bien, la valeur totale du marché des NFT a atteint des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en 2021 seulement. Bon, si cet engouement, cet effet de mode montre des signes d'essoufflement, il reste néanmoins que c'est crucial de comprendre comment les NFT ont permis de propulser encore plus loin la popularité des crypto-monnaies. On avait super hâte, en fait, Jeff et moi, de vous présenter ce segment de notre série. Alors voici l'incroyable histoire des NFT. Salut Jeff. Salut Alexis. Alors, Jeff, comme toujours, fidèle à notre habitude depuis le début de cette série, on va s'attarder à la prémisse de cette autre facette des crypto-monnaies. Ce qu'on comprend des NFT, c'est que c'est une autre solution proposée pour corriger un autre problème inhérent au web. Ce que le web a permis, c'est d'être capable de copier des œuvres d'art, que ce soit des photos, des vidéos, de l'audio, et de les transférer instantanément ou presque instantanément, gratuitement sur le web. On parle de piratage, bien sûr. Ce qui a causé, on le sait bien, là, beaucoup de problèmes pour des industries comme l'industrie de la musique ou du cinéma au début des années 2000, alors que tout le monde pouvait pirater leurs produits et les distribuer gratuitement sur Internet. Donc, le concept de base des NFT, c'est d'essayer de trouver une solution à ce problème-là, de faire en sorte qu'un objet numérique puisse ne pas être copié à l'infini et donc d'avoir une valeur inhérente. Donc, de donner à l'objet numérique une certaine rareté et donc de faire en sorte qu'il ait une valeur qui puisse être transférée et revendue sans être copié à l'infini. C'est ça, parce que si c'est infiniment copiable, ça n'a pas de valeur monétaire. Pour rester dans cette ligne du temps, ce qu'on a vu, cependant, c'est que certains géants du web sont parvenus à contourner cet élément-là. Ben c'est ça. Donc, il y a des entreprises qui ont trouvé des solutions à ce problème inhérent-là du web. Par exemple, l'industrie du jeu vidéo a mis en place toutes sortes de systèmes, comme par exemple, pour pouvoir jouer à un jeu vidéo, il faut que tu te connectes à leur serveur en ligne. Donc, c'est beaucoup plus difficile à pirater. Des systèmes comme Spotify permettent l'écoute en direct. Des systèmes comme Apple, où on peut acheter des films ou même des chansons. Mais qui ne nous appartiennent pas. Ben c'est ça l'affaire, c'est que c'est une solution qui est centralisée. Et la crypto n'aime pas les solutions centralisées. C'est que, par exemple, si tu arrêtes de payer ton abonnement Spotify, tu peux plus écouter les chansons. Si un jour, Apple ferme ton compte pour une raison quelconque, ben tu n'as plus accès à tes chansons. C'est une licence, en fait. Tu n'es pas vraiment propriétaire de la chanson en tant que telle. Avec l'industrie du jeu vidéo aussi, si tu n'es pas connecté au serveur de la compagnie de jeux vidéo, tu peux pas jouer. Donc, ça dérange, disons, les fondements de la communauté de la crypto parce que c'est une solution qui est centralisée. En contrepartie, la crypto a proposé une solution pour créer des objets numériques qui ont de la valeur et la solution qu'ils ont trouvée, c'est ce qu'on connaît sous le nom de NFT. Et Jeff, d'entrée de jeu, ça veut dire quoi l'acronyme NFT en anglais et en français? En anglais, c'est Non-Fungible Token. En français, c'est jeton non fongible. Non fongible, Jeff, c'est un peu comme non copiable, finalement. C'est que ça dénote le caractère unique de l'objet en question. Donc, par exemple, des dollars canadiens, c'est fongible. Donc, mon dollar canadien est identique au tien, vaut exactement la même chose. Il n'y a aucune différence fonctionnelle entre les deux. Et le dollar canadien peut être brisé donc en cents, en 25 cents, en fractions. Les NFT, les jetons non fongibles, c'est, comme on l'a dit, non fongible. Donc, mon NFT n'est pas identique au tien. Il y en a un seul et on ne peut pas non plus le décliner en fractions. C'est un objet, comme un objet physique, mais qui vit sur une chaîne de blocs dans l'écosystème de la crypto. Et ces NFT, ces jetons non fongibles, j'aime ça dire non fongibles, se retrouvent où, Jeff? Sur Ethereum, c'est ça? Pourquoi? La vaste majorité se retrouve sur Ethereum parce que, comme on a parlé au dernier épisode, Ethereum permet de transférer non seulement une crypto-monnaie, le Ether, mais aussi de transférer des contrats intelligents. Et c'est ça. En fait, un NFT, c'est un
en quelque sorte un contrat intelligent. C'est un jeton créé sur la chaîne de blocs Ethereum qui contient l'information sur laquelle dépend le NFT en question. Il n'y a pas juste Ethereum, il y a d'autres chaînes de blocs qui permettent de transiger en NFT, là, mais de loin le plus populaire, c'est Ethereum. Donc, Jeff, ce qu'on comprend, c'est que c'est sans limite, là, ce qu'on décrit. Des NFT, il peut en avoir de tout. Absolument tout, ou presque. Là. As-tu des exemples à nous donner en rafale? Oui, des exemples un peu absurdes. Il y a une collection de NFT qui a été lancée il y a quelques mois où la personne vendait des couleurs en NFT. Donc, tu peux acheter la couleur cyan. Voyons donc. Des couleurs qui sont supposées être la propriété de l'humanité au complet. Non, oui. lui, il les vendait en NFT. Il y a plus qu'une collection d'ailleurs de NFT qui vendent carrément des couleurs. C'est pas un dessin, c'est la couleur. Juste la couleur. La couleur. Okay. Un carré avec la couleur en question. Il y a une autre collection de NFT qui essayait de vendre des chansons auxquelles ils n'ont pas le droit. Donc, ils vendaient des NFT de chansons des Beatles, des Rolling Stones, de Jimi Hendrix. On s'entend sans l'accord des personnes concernées, ce qui est bizarre parce qu'on commençait l'épisode en se disant que les NFT ont été créés un peu pour amener une solution au problème du piratage, et là on se retrouve avec la communauté NFT qui carrément pirate des œuvres d'art qui ne leur appartiennent pas. Et puis si on revient dans les NFT, disons plus légaux, il y a le New York Times qui avait fait un NFT avec un article sur les NFT qui avait été vendu pour 50 000 $. Il y a le tout premier tweet de l'histoire du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a été mise en vente. D'ailleurs, la personne qui l'a acheté voulait le revendre en l'espoir de faire des millions de dollars, et je pense que la mise la plus chère qu'il a reçue sur OpenSea, c'était quelque chose comme 11 000 $. Donc finalement, il ne l'a pas vendu. Donc, Jeff, la version numérique de notre conversation, on pourrait vendre ça en NFT. Oui, on peut vendre n'importe notre quoi. épisode, les 6 épisodes de notre série spéciale. On pourrait vendre en NFT un lien vers le script de notre émission dans un document Word. Oui, tout à fait possible. Incroyable. Comme d'habitude, Jeff, là, on va aller un peu plus en profondeur, un peu plus loin. La croyance générale nous laisse croire que quand on se porte acquéreur d'un NFT sous forme d'image, cette image nous appartient carrément, là. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment une bonne question. L'image qu'on renvoie souvent dans le discours populaire, comme tu as dit, c'est que quand on achète, par exemple, un NFT d'une image, on possède cette image-là, on achète cette image-là. En fait, ce qu'on achète, c'est un jeton sur une chaîne de blocs qui contient un contrat intelligent qui, lui, contient un lien vers l'image ou la vidéo qu'on a achetée. Okay, donc... L'image en tant que telle, et ça, c'est très important à préciser. L'image en tant que telle, elle n'est pas sur la chaîne de blocs. Parce que, on s'en rappelle, au dernier épisode, on parlait, quand on fait des transactions sur Ethereum, on doit payer pour faire fonctionner ce vaste ordinateur-là. Si on se mettait à héberger des images de plusieurs mégabytes sur la chaîne de blocs, ça coûterait un prix de fou. C'est faisable, mais en réalité, c'est pas pratique. Il y a quasiment pas de NFT dont l'image est carrément là, sur la chaîne de blocs. D'où l'idée du lien, simplement. Exactement. Donc, dans le contrat intelligent se trouve un lien vers l'image qui représente le NFT qu'on a acheté. Ce lien-là, ça peut être hébergé sur un site web. La plupart sont hébergés sur des services d'hébergement d'images décentralisés. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si un jour, l'image vient à disparaître, si quelqu'un arrête de l'héberger, ben ton image, elle est plus là. Okay. Donc, tout ce que tu détiens, c'est une mention sur la chaîne de blocs comme quoi tu détiens ce qui se retrouve à cette adresse-là. Mais s'il n'y a rien sur l'adresse, ben il n'y a rien dans ton NFT. Si quelqu'un réussit à pirater ce lien-là et à mettre une autre image, ça se peut aussi. On a déjà vu aussi des gens créer un deuxième ou un troisième NFT avec le même lien. C'est là que ça se corse un peu, c'est que c'est pas si simple que ça. On n'est pas 100% certain de détenir l'image en question, là. Ce qui est probable, c'est que ce qu'on détient, c'est le jeton sur la chaîne de blocs qui contient un lien. Après ça, ce qu'il y a sur le lien, ça, c'est pas sur la chaîne de blocs, c'est quelque chose d'autre. J'ai comme l'impression que c'est un univers qu'on est en train collectivement de débroussailler. Et sur le plan légal, ça paraît que les choses sont pas claires et nettes, là. Quelle est la valeur légale, Jeff, d'un titre de propriété numérique, s'il y en a une? Oui, ben il y a un YouTuber, un avocat et YouTuber américain, Devin Stone, qui est YouTuber sous le nom Legal Eagle. I'm Devin, the big bird over here at Legal Eagle. I've been a practicing litigator for over... Qui a fait une longue vidéo sur la légalité des NFT et tout ce qui entoure ça.
c'est sûr que Devin Stone, là, c'est un YouTuber américain, donc sa perspective, c'est selon le système légal américain, mais selon son analyse... But these smart contracts, these tiny programs, are not real contracts. They don't bind... Légalement, ça ne tient pas à grand-chose. Donc, souvent, on va laisser miroiter aux gens, par exemple, si tu achètes cet NFT-là, tu détiens les droits d'auteur de l'image. C'est pas clair si c'est vraiment le cas. Donc, parce que pour qu'il y ait un contrat entre deux parties, il faut qu'il y ait des conditions d'utilisation qui sont signées. Donc, peut-être si toi, tu achètes le NFT au créateur du NFT, peut-être que les droits d'auteur sont transférés vers toi. Ensuite, si toi, tu le vends à quelqu'un d'autre, c'est pas certain que les droits d'auteur suivent. Il y a aussi un autre point, c'est que pour diverses raisons, une grande partie des collections d'NFT sont des images qui sont générées de façon aléatoire par des algorithmes. Donc, on va prendre plein d'éléments d'images, on va les brasser et on va créer des milliers d'images de façon aléatoire avec un algorithme. Ça, selon Devin Stone, ben, on peut pas donner un droit d'auteur à une image qui a été créée par un système informatique. Seulement un être humain peut posséder des droits d'auteur. Maintenant, ça, c'est son opinion légale se base sur son interprétation de la loi. C'est important de dire que c'est tellement nouveau, ce concept-là, que ça n'a pas vraiment été encore testé dans les tribunaux. Donc, ça reste à voir. Selon lui, en tout cas, pour le moment, on prend un peu un risque quand on achète un NFT. Ouais, en même temps, tu dis on prend un risque, mais il me semble que c'est inhérent à l'univers des crypto-monnaies, la prise de risque. De toute évidence, ces personnes-là ont une tolérance au risque que moi, je n'ai pas personnellement. Pour être sûr là, qu'on assimile bien toute cette matière qui est très théorique et abstraite pour bien des gens qui nous écoutent, ça, on en convient. Alors, avec une petite mise en situation, je me lève un matin, puis j'ai une épiphanie, j'ai envie de me plonger dans le monde des NFT. Tiens, puis je me dis que je vais essayer de te vendre un objet numérique. Disons ma photo de graduation en version numérique. Elle existe, là. Une chance, je ne peux pas la montrer en ce moment, et c'est mieux comme ça, mais comment ça marche? OK. Bien, premièrement, il faudrait probablement que tu te crées un compte avec un des services de vente d'NFT les plus populaires. Si tu veux trouver des clients, techniquement, c'est possible de créer un NFT à même la chaîne de blocs, mais il faut des connaissances techniques. La plupart des gens ne l'ont pas. Puis, de toute façon, il faut que tu aies un marché où les vendre. Donc, le plus populaire serait probablement OpenSea, qui est un site web qui est, dans le fond, comme un eBay pour les NFT, dans le fond. Donc, en premier lieu, il faudrait que tu crées ton NFT. En anglais, c'est mint, monnayé. Il faut que tu crées le jeton qui contient le NFT dedans. Il faudrait que tu crées le contrat intelligent avec le lien vers l'image que tu veux vendre. Ça, généralement, ça coûte de l'argent parce qu'on est sur Ethereum, ça coûte des frais de transaction. Donc, déjà, en partant, en créant ton NFT, il y a des bonnes chances que tu aies déjà dépensé de l'argent avant même de le vendre. Il y a certains services qui offrent le minting gratuit où tu payes seulement les frais de transaction quand quelqu'un l'achète. Mais il faut garder ça en tête. Là, chaque fois qu'on fait une transaction sur Ethereum, ça coûte des Ethers, ça coûte de l'argent. Ensuite, tu le places sur un de ces marchés-là. Et supposons, je veux te l'acheter, on s'entend sur un prix, je t'envoie la crypto-monnaie non seulement pour le NFT sur le prix auquel on s'est entendu, mais aussi des frais de transaction, ça rajoute à ça. Et ensuite, le jeton que tu as créé se retrouve dans mon portefeuille crypto et c'est moi qui le possède. En tout cas, si ça t'intéresse, Jeff, ma photo de graduation, on s'en reparlera après l'enregistrement, mais notre petit contrat de vente, absolument rien à voir, Jeff, avec une autre vente qui a constitue un envol véritable pour les NFT, c'est la vente de Beeple, un artiste numérique de son vrai nom Mike Winkelmann, qui a vendu un NFT, une image, une composition d'image, un collage pour 69 millions de dollars. Ça a changé le cours des choses. Oui, en mars 2021, c'est vraiment ce qui a mis les NFT, je pense, sur la carte dans la conscience populaire. Les NFT, c'était un concept qui existait déjà là, depuis au moins 2014. Les premiers contrats intelligents associés aux NFT sont déployés sur Ethereum en 2017. C'était une idée qui circulait déjà dans le monde de la crypto, mais c'est vraiment cette vente-là qui a fait en sorte qu'à peu près tout le monde aujourd'hui a entendu parler des NFT. Si vous nous écoutez et vous n'avez jamais entendu parler des NFT, félicitations. Ouais. C'est quand même tout un exploit de ne pas avoir entendu parler de ça. Parce que ça a été très médiatisé. Ça a été extrêmement médiatisé. Donc, on avait un concept qui était assez nouveau, d'acheter des œuvres d'art uniques sur le web à l'aide d'un nouveau mécanisme de la crypto. Et le prix de vente de 69 millions de dollars qui avait été organisé par la maison aux enchères Christie's, quand même très connue. Ça a généré un nombre incalculable d'articles, de reportages, et ça a donné une crédibilité au mouvement des NFT. Donc, il y a une prise de conscience. Les gens ont vu que ça valait quelque chose, c'est ça? C'est ça. C'est que, comme la crypto, faut qu'un
une masse critique de gens décide que cette chose-là vaut quelque chose pour que d'autres gens embarquent. Et puis cette vente-là, ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prendre les NFT au sérieux, de se dire, bon, ben, il y a potentiellement de l'argent à faire là-dedans, ou il y a potentiellement de la spéculation à faire là-dedans, parce que si moi, j'avais acheté l'œuvre de Beeple avant qu'elle soit vendue à 69 millions de dollars, ben, je serais immensément riche. Par après, ce qu'on a su, c'est que la vente de Beeple, c'est pas 100% clair, mais c'était peut-être un stunt de marketing. Ah, il y a l'envers de la médaille. Parce ça. que l'acheteur, c'est une personne qui utilisait le pseudo sur le web MetaKovan, de son vrai nom Vignesh Sundaresan. Cet homme-là, il opère dans le monde de la crypto. Il est cofondateur d'une compagnie de NFT, Metaverse. Donc, sans lui prêter des intentions, disons que le fait qu'une personne qui est lui-même très investie dans le monde des NFT achète une œuvre d'art à ce prix-là et génère autant de couverture médiatique. Si c'est un coup de marketing, c'est un immense coup de marketing. Oui, puis la preuve en est qu'on en parle aujourd'hui, encore une fois. Et ce dont il faut qu'on parle aussi, c'est le fait que, oui, ben, il existe des NFT, jetons non fongibles, mais aussi des collections de jetons non fongibles. L'exemple suprême, Jeff, c'est le Bored Ape Yacht Club. Parle-nous de ça. Ça, c'est tout un phénomène. C'est un quatuor de personnes. Bon, leur identité n'était pas connue à l'époque. Ils ont parti cette collection de NFT-là. À quoi ça ressemble? Décris-nous un peu ça. Ce sont des portraits de singes dessinés à la façon un peu dessin animé qui détiennent différents aspects. Donc, soit que ce soit l'expression de leur visage, le linge qu'ils portent, les accessoires. Ça a été généré par un algorithme à partir d'une banque d'éléments d'images. Donc, pour créer une série de singes uniques. Ce qui a vraiment mené à la popularité du Bored Ape Yacht Club, c'est que en détenant le NFT, tu fais partie d'un club select. Qui vient avec des bénéfices, quoi? Oui, exactement. Donc, non seulement les membres du Bored Ape Yacht Club reçoivent parfois des récompenses dans leur portefeuille de crypto, reçoivent l'opportunité de participer à des préventes pour des projets à venir du Bored Ape Yacht Club. Ça donne aussi aux détenteurs accès à des soirées privées. Donc, il y a quelques mois, à New York, le groupe rock The Strokes ont joué un spectacle qui était seulement offert aux détenteurs de Bored Ape. Il fallait montrer à l'entrée une preuve qu'on détenait un NFT Bored Ape pour avoir accès à la soirée. Donc, incroyable. C'est cette allure-là d'exclusivité qui explique en bonne partie la popularité de cette collection de NFT-là, dont le moins cher, ça frôle quasiment les 200 000 US. Et on voit que la communauté des NFT essaie d'émuler ça, de copier ça. On voit beaucoup de collections de singes dans les NFT et on voit qu'on essaie un peu de capturer l'essence du Bored Ape Yacht Club parce que c'est le plus reconnaissable et le plus populaire. Alors, tout découle de là, tout découle de cette collection de NFT, celle qui a la plus grande valeur en ce moment sur le marché, qui explique l'omniprésence de ces images de singes un peu partout dans toutes sortes d'espaces. Et il y a un exemple qui me vient en tête, Jeff. Jimmy Fallon et Paris Hilton. You did. You taught me what's up, and then I bought an ape. I got an ape too because I saw you on the show. Oui, ça a donné un épisode quand même assez bizarre. Donc, au Tonight Show de Jimmy Fallon, il recevait la fameuse Paris Hilton et les deux ont montré à l'écran leur Bored Ape en disant « Regardez, j'ai acheté ça, c'est donc bien merveilleux. » Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est de la promotion? Ça sort d'où? C'est ça, c'est un peu bizarre parce que si on détient un Bored Ape, on a intérêt à ce que le Bored Ape qu'on détient devienne de plus en plus populaire pour que le prix monte. En le montrant à la télévision nationale aux États-Unis, est-ce que c'était de l'autopromotion d'un investissement qui a été fait? Ça soulève des questions. Est-ce que Paris Hilton et Jimmy Fallon ont été payés pour faire la promotion du Bored Ape? C'est pas 100% clair. D'ailleurs, il y a certaines célébrités comme Jimmy Fallon, comme Ashton Kutcher, aussi un autre acteur américain qui est très, très dans le monde des NFT. Il a même cofondé un dessin animé basé sur les NFT. On ne rentre pas là-dedans, mais il est beaucoup là-dedans. Ces deux acteurs-là sont représentés par le Creative Artist Agency aux États-Unis, qui est une agence de talent à Hollywood, qui a des investissements dans le site OpenSea, qui est le plus gros marché de vente de NFT. Donc, tout est lié. Bon. On spécule pour le moment, mais beaucoup de gens ont regardé tous ces liens-là et se sont posé la question, est-ce que c'est une annonce promotionnelle ce qu'on voit en ce moment?
Et puisque tu parles de OpenSea, Jeff, ça ouvre une porte. Je veux qu'on y revienne parce que ça met en relief, encore une fois, des paradoxes qui montrent que l'idée de départ, qui était sur papier intéressante, ben on s'en éloigne un peu parce que, je le rappelle, OpenSea, c'est un site web 100% centralisé. Tu me diras que c'est très Web 2, là, très web conventionnel. Rendu là, je me pose la question, mais pourquoi une chaîne de blocs alors? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question parce que la plupart des gens qui effectuent des transactions en NFT vont passer par ces sites-là, ces sites, comme tu dis, qui sont centralisés. Et même, à la base, la crypto, c'est supposé d'être impossible à censurer, immuable. Et ce qu'on voit avec des plateformes comme OpenSea, c'est que ce n'est plus du tout le cas parce qu'il y a une épidémie de plagiat dans le monde des NFT. Donc, des gens vont juste aller trouver des œuvres d'art sur le web, vont les prendre, vont créer des NFT, essayer de vendre ça aux gens en faisant semblant que c'est eux qui les ont créés. C'est tellement une épidémie dans le monde des NFT que le site pour artistes DeviantArt ont une fonction qui automatiquement va voir sur OpenSea si quelqu'un essaie de vendre tes œuvres d'art en NFT sans ta permission et t'avertit s'il y en a. Okay. Il y a même des comptes Twitter qui suivent ça et à chaque jour, tu as des artistes sur Twitter qui disent « Mon œuvre d'art a été volée et maintenant en vente sur OpenSea ». Maintenant, OpenSea, et c'est tout à leur honneur, lorsqu'un artiste leur signale que leur œuvre d'art a été volée et qu'elle est en vente sans leur permission sur leur plateforme, OpenSea va tout simplement enlever l'annonce, donc va faire disparaître le NFT en question du site d'OpenSea. Maintenant, la chaîne de blocs est supposée d'être immuable et il l'est. Donc, le NFT est encore sur la chaîne de blocs. C'est juste qu'il est plus visible. C'est ça. Il n'est plus visible sur le marché de OpenSea. Donc, OpenSea se retrouve en quelque sorte à censurer la chaîne de blocs parce que le NFT, il est là, il existe dans la chaîne de blocs, mais il n'est plus visible selon les décisions de OpenSea. Donc, on se retrouve, comme tu l'as dit, devant un paradoxe où cette technologie-là, qui est supposée être complètement décentralisée, impossible à censurer, immuable, ben, se retrouve qu'un site web très centralisé réussit à déterminer ce que toi, tu es capable de voir ou de ne pas voir sur la fameuse chaîne de blocs. Et l'exemple que tu donnes des œuvres d'art n'est pas banal, parce que ceux qui ont appris à leurs dépens ce que ça représente de se retrouver sur OpenSea à travers nos œuvres, ce sont les artistes eux-mêmes. Plusieurs ont cru au départ que les NFT allaient être finalement un moyen de vivre de leur art, mais plusieurs d'entre eux se sont butés à un mur. Là. Ben c'est ça, c'est qu'il y a eu énormément de couvertures médiatiques d'artistes qui ont réussi à faire beaucoup d'argent en vendant des NFT. Ça a comme changé ma vie. 180 degrés. La vie de l'artiste numérique Alexis Lafontaine a basculé récemment. Ses œuvres virtuelles se sont vendues en ligne pour plus de 600 000 $. C'est indéniable, là. Il y a toutes sortes d'histoires partout dans le monde. Des gens qui étaient dans le pétrin financier, qui n'arrivaient plus à payer leur facture d'électricité, du jour au lendemain, créent une collection de NFT et là, sont millionnaires. Il y a des histoires comme ça qui existent et ça frappe l'imaginaire et ça a généré énormément de reportages, mais ça reste quand même l'exception. Il y a eu une analyse de 4,7 millions de NFT vendus l'année dernière par le Turing Institute. Ben, 75% ont été vendus pour moins de 15 $. Puis là, il faut garder en compte que aussi, là, 15 $, c'est un montant d'argent, mais il faut enlever les frais de transaction là-dessus. Bien sûr. Les frais de transaction sur Ethereum dépassent souvent le 15 $. Donc, la vaste majorité des artistes sur ces marchés-là ne font pas beaucoup d'argent ou très, très peu d'argent. Donc, c'est pas une porte là, assurée pour la richesse. Ce qui aurait pu prémunir ces artistes contre ces écueils-là, ces obstacles-là, c'est une meilleure connaissance de l'univers des crypto-monnaies. Or, ce que je comprends, c'est que le fait de devenir, permettez-moi l'anglicisme, mainstream, a fait en sorte que ça a changé quand même le portrait des crypto-monnaies et du profil de personnes qui investissent là-dedans. Oui, donc le public qui est visé avec les NFT, contrairement à la crypto, c'est vraiment un public qui est large. Donc, la crypto, au début, c'était un projet pour des gens idéologues, comme on en a parlé au premier épisode, des gens qui voulaient contourner le gouvernement avec une monnaie décentralisée. Ensuite, c'est devenu, avec Ethereum, un peu plus un objet de spéculation. Donc, des gens qui cherchent carrément à s'enrichir en spéculant sur toutes sortes de crypto-monnaies. Les NFT, ça vise un public plus jeune, un public plus général, en se disant « je veux posséder cette œuvre d'art-là ». Il y a de la spéculation là-dedans aussi, mais de plus en plus de célébrités qui créent leur collection d'NFT, des influenceurs sur YouTube, sur Instagram, qui lancent leur
collection d'NFT en tentant de monétiser leur auditoire. Qui est souvent très jeune, cet auditoire. Qui est souvent très jeune, qui est souvent, pour ainsi dire, naïf. Donc, des investisseurs un peu moins sophistiqués dans le monde de la crypto. Et pour participer au marché du NFT, ben, il faut posséder un portefeuille de crypto-monnaie et il faut, la plupart du temps, acheter au moins une crypto-monnaie pour effectuer la transaction, que ce soit sur Ethereum ou sur une autre chaîne de blocs. Donc, ça a amené ces gens-là qui, autrement, peut-être n'étaient pas vraiment intéressés au monde de la crypto, qui ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient, ben, ça a amené tous ces gens-là à, un peu malgré eux, participer à l'économie de la crypto. Et ça les expose à tous les risques qui viennent avec ça, que ce soit le piratage de leur compte de crypto, le vol carrément, les fraudes. Il y a une explosion de fraude avec ce mainstreaming-là des NFT, parce que des gens se retrouvaient à participer à un monde qui est quand même très technologique, sans trop savoir ce qu'ils faisaient. Et puis, on voit les résultats de ça. Là, le nombre de fraudes en NFT, c'est absolument majeur dans les dernières années. D'ailleurs, il y a le site web qu'on a déjà mentionné, Web3 is going great, qui recense ce genre de choses-là. Puis, depuis le début de 2022, donc ça fait pas si longtemps que ça, là, même pas 6 mois, c'est 150 millions de dollars qui ont été volés dans le monde des NFT. Mais ça, c'est juste ceux que la créatrice Molly White voit. C'est pas tous les vols en NFT qui sont signalés ou qui sont portés à son attention. Donc, selon elle, son propre décompte, et c'est juste une personne, 150 millions de dollars. Là. C'est quand même beaucoup là, d'argent. Et comme Bitcoin, comme Ethereum et maintenant comme les NFT, ce que je vois comme fil conducteur, c'est que c'est un idéal qui se corrompt un peu, là. Ben c'est ça, comme on a dit tantôt, le monde NFT est quand même assez centralisé, donc ça répond plus vraiment à cet idéal-là d'une économie de la crypto 100% décentralisée. Il y a aussi le fait que quand on achète un NFT, on veut le montrer aux gens parce qu'on a payé, disons, plusieurs milliers de dollars pour un NFT. On veut le montrer aux gens parce qu'on investit beaucoup d'argent, mais aussi on veut le montrer aux gens pour que l'œuvre en question devienne de plus en plus populaire et augmente les profits potentiels qu'on peut faire avec ça. Ben là, tu viens de désanonymiser si tu mets ton NFT sur les réseaux sociaux parce que n'importe qui voit ton NFT peut dire « OK, je vais aller voir quel portefeuille détient ce NFT-là. » Et là, ils ont ton portefeuille de crypto. Et comme on expliquait dans le 2e épisode, si tu détiens l'adresse de crypto de quelqu'un, tu peux aller voir qui lui envoie de l'argent, à qui il envoie l'argent. Tu peux avoir l'historique de toutes ces transactions. Tu peux avoir accès à toutes les NFT que cette personne-là possède. Donc, il y a quand même des enjeux de vie privée là. Et ça va totalement à l'encontre du premier principe de base. Et c'est ça qui est un peu bizarre. J'aimerais tellement ça savoir l'opinion de Satoshi Nakamoto sur le monde des NFT. Et ce genre de créature-là qui est émergé de son invention, le Bitcoin, et qui va 100% à l'encontre de tous les principes de base de la crypto. Alors, je lance un appel. Satoshi Nakamoto, si tu nous écoutes, Jeff Yates veut te parler. OK? Bon, voilà, c'est lancé. On ne sait jamais, Jeff. Il paraît qu'on lance des choses dans l'univers, ça peut se produire. Alors, mais ce qu'on constate, si on revient au sérieux de notre discussion, c'est qu'il y a quand même, malgré tout cet engouement, le mainstreaming, comme tu dis, de cet univers-là, on dénote des indices que ça s'effrite, qu'il y a une érosion, qu'il y a un petit déclin qui s'installe. Oui, donc le Wall Street Journal, justement, sortait il y a quelques semaines une analyse comme quoi le nombre de ventes dans le monde du NFT a baissé de 90% depuis l'année dernière. Hey, c'est pas rien, ça? C'est une immense bulle spéculative. Ça semble s'essouffler beaucoup. Il y a des réactions de plus en plus virulentes envers les NFT dans beaucoup de communautés. D'ailleurs, la communauté des gamers, donc des amateurs de jeux vidéo. Les compagnies de jeux vidéo essayent de plus en plus de intégrer les NFT à leur industrie, donc permettre aux gens d'accumuler des objets dans le jeu vidéo qui sont un NFT, donc ce qui leur permettrait aux joueurs de revendre le NFT, de profiter. Il y a de plus en plus de compagnies de jeux vidéo qui tentent la chance et de plus en plus de compagnies de jeux vidéo qui doivent reculer étant donné la réaction de la communauté. Ça passe pas chez la communauté de jeux vidéo. C'est comme le rempart le plus violent envers les NFT vient de la communauté des gamers en ligne sur les réseaux sociaux. Donc, ils emmènent large, là. Il y a peut-être un essoufflement. Si jamais vous voyez une publicité d'NFT sur Twitter ou sur Facebook, allez voir les commentaires. Et généralement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de commentaires du genre « Arrêtez de nous tanner avec ça, on veut pas acheter vos dessins ». Des gens vont
prendre une capture d'écran du NFT, ils vont le mettre dans les commentaires pour dire pourquoi je te l'achèterais, je l'ai déjà. Bon. C'est ce qu'a fait Elon Musk récemment. Elon Musk a fait ça dernièrement. Il a pris un collage de Bored Ape Yacht Club, l'a mis comme sa photo principale sur Twitter, puis il a dit bon, ben, ça me semble assez fongible finalement. Ça avait causé quand même une petite pointe envers la communauté NFT. OK, Jeff, ben, je pense qu'on a quand même fait un bon tour d'horizon de l'univers des NFT qui, comme tu l'as dit encore une fois, contreviennent en quelque sorte à l'idée que s'étaient fait les puristes de l'idéal, finalement, des crypto-monnaies. On va aller enfoncer encore un peu plus ce clou-là avec le prochain épisode où on va parler de banque centrale, de politique monétaire. Oui, oui, dans l'univers des crypto-monnaies. C'est possible, semble-t-il, puisque les paradoxes sont nombreux. On se dit à bientôt, Jeff. Salut. Salut. Ah ben voilà, un épisode de plus dans cette série de 6 épisodes. Un pas de plus vers une meilleure compréhension de cet univers. Vous le constatez bien, qui est assez complexe. Ça va se poursuivre. On n'a pas dit notre dernier mot. Cet épisode-ci a été réalisé par Guillaume Côté-Légaré. À la technique, c'était Marielle Montminy. Quant à moi, je m'appelle Alexis de Lancers et je vous dis à bientôt ou à tout de suite. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.